Et bienvenue à cette dernière livraison de l'information. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo se dirige vers l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé aujourd'hui la table ronde des bailleurs de fonds. Il était question d'obtenir un engagement ferme de toutes les parties prenantes pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation de cette vaste opération. Blandine Zovo, Prissé Mangozoy et Altesse Moulumba pour les reportages. 42 ans après le dernier recensement scientifique organisé dans le pays, la République démocratique du Congo s'apprête à actualiser ses données démographiques et socio-économiques. Le deuxième recensement général de la population et habitat vise à obtenir des données fiables sur la population, son évolution et les conditions de logement pour orienter les politiques publiques. À travers cette table ronde des bailleurs de fonds, organisée sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vise à mobiliser de manière concertée des financements additionnels pour la réalisation des opérations. L'urgence s'impose car c'est depuis 1984 que la RDC réalisait son premier recensement général. De 30 millions d'habitants en 1984, le pays a vu sa démographie quadrupler. Pour le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, ce recensement est une priorité nationale. Guilain Nyembo affirme que le développement d'un pays doit reposer sur des données fiables et essentielles à une planification en vue d'améliorer la gouvernance dans la droite ligne des réformes engagées par le chef de l'État. L'absence des données démographiques fiables, actualisées et inclusives constitue un véritable défi pour la planification et la mise en œuvre de politiques publiques. Elle limite notre capacité à anticiper, à cibler efficacement nos interventions et à répondre de manière adaptée aux attentes de la population. C'est pour répondre à cette exigence que le gouvernement, sous l'impulsion de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait du deuxième recensement général de la population et de l'habitat une priorité nationale. Le coût général du processus est estimé à 192 millions de dollars américains, un défi financier pour la RDC qui a décidé de faire sa part avec un montant de 30 millions de dollars américains déjà mobilisés et transférés dans le panier commun dédié au projet sous la gestion fiduciaire de l'UNFPA. Cet engagement significatif traduit une volonté politique claire du président de la République. Je l'ai souvent dit et je tiens à le redire encore aujourd'hui, un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner. Un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier. Un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Soutenir le RGPH 2, ce n'est pas financer une opération parmi d'autres. C'est contribuer à doter la République démocratique du Congo de l'un des instruments les plus structurants de sa gouvernance moderne. Séance tenante, les différents partenaires du RGPH2 présents dans la salle ont chacun dévoilé le montant souscrit au projet. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, les Nations unies à travers son représentant en charge de l'aide au développement. La Côte d'Ivoire s'est également engagée à appuyer le processus à travers la logistique et le renforcement des capacités des agents commis à cette opération. Et juste après la table ronde, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert à la Cité de l'Union africaine un dîner spécial au Léopard Dame de basketball qualifié pour le mondial de la spécialité Canada 2027. Suivez.
Les Léopards dames U25 du basketball sur fauteuil roulant, qualifiés pour le mondial 2026 au Canada à l'issue de leur sacre au Stadium des Martyrs en tournoi africain, ont été honorés par le premier sportif de la République. Pour leur dire merci au regard du résultat réalisé, un dîner somptueux leur a été offert par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi 23 mars au chapiteau de l'Union africaine. L'événement est circoncis par les acteurs principaux. Nous vous avons ramené la qualification pour la Coupe du Monde. Et ces dames qui sont ici tout autour, ce sont des héroïnes. Parmi elles, il y en a qui ont eu à traverser l'est du pays pour arriver, pour défendre cette nation. Alors, par ces mots, nous tenons, au lieu que vous nous encouragez, nous on vous encourage. Tenez, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes derrière vous. Et nous, les ambassadeurs, nous ferons en sorte de faire rayonner les couleurs de notre pays. Ce ne sont plus des promesses simplement, mais il est passé en action. Donc je suis vraiment heureuse et j'ai dit merci aussi au ministre du Sport parce qu'on a travaillé ensemble et voilà les résultats. La prise en charge, elle est meilleure. La prise en charge avec notre président Fathi Béton, elle est meilleure. Que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de la boxe, de toutes les disciplines. Il y en a qui, les mauvaises langues peuvent toujours parler, mais si je vous dis, la prise en charge, elle est bonne, elle est hyper bonne. Même nos Léopards, c'est parmi les mieux primés d'Afrique en termes de match. Donc c'est la prise en charge. Quand quelqu'un est motivé, il a tendance à atteindre le résultat. Flatté par cet exploit, le chef de l'État a décidé d'octroyer une prime spéciale présidentielle à ces héroïnes et a promis de faire de leur desiderata un des sujets au Conseil des ministres pour une solution palliative. Je tiens vraiment de tout cœur, au nom du peuple congolais, de la nation tout entière, à vous dire merci, grand merci pour ce que vous faites et qui démontre que on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes les capacités physiques pour briller. Et vous, vous êtes la parfaite démonstration de ce que je dis ici. Grâce à vous, on a encore et on va encore parler de la République démocratique du Congo sous une belle image. Didier Boudimbo, par son implication, se démarque de certains de ses prédécesseurs trop figés sur le football. En plein mois de mars, malgré la grande échéance du 31 mars avec les Léopards Football Senior Messieurs, les mamans lui disent merci d'avoir fièrement ramené leurs enfants de Goma à Kinshasa pour prendre part à ces joutes internationales. Et la conférence des gouverneurs Bandundu-Ville accueille ce mardi la 13e session de la conférence des gouverneurs. Les délégations continuent à arriver dans cette partie du pays. Un déploiement logistique et sécuritaire est mis déjà en place avant l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour garantir le bon déroulement de ces assises d'intérêt national. Guilain Kabalundi nous en dit un peu plus dans ses reportages. Des assises de grande envergure, l'ex-Bandundu n'en a plus connu depuis les démembrements de province en juillet 2015. Reprogrammée à plusieurs reprises, cette fois-ci c'est la bonne. La 13e conférence de gouverneurs de province s'ouvre ce mardi 24 mars 2026 à Bandundu-Ville. Malgré la pluie intermittente dans la ville ce lundi, le trafic était intense et la mobilisation générale dans les chefs-lieux de la province du Kwilu sous le feu de la rampe à quelques heures de l'arrivée du président de la République. Très capital pour la province ya Kwilu. Comme na conférence bakonzi ya mboka munene lokola Congo, bango nyonso balongwa baya awa pona kosala likambo ya boye. Eza première fois vraiment. Ezolekela biso toza émotionné mais eza vraiment réalité.
La conférence de gouverneurs, instance qui sert de cadre des dialogues entre le pouvoir central et les provinces, se penche pour cette édition sur la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, tel que nous l'explique Guillaume Modimola, chargé des analyses presse à la cellule de communication de la présidence de la République. Cette ville est à vocation agricole. Ils produisent du manioc, du maïs, du cacao, du café, et de manière à ce que le développement humain soit une réalité avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec ses 150 000 habitants, donc vous voyez qu'il y a de la masse et c'est l'homme qui est au centre du développement. C'est pour cela que l'agriculture est au centre de cette 13e conférence de gouverneurs. Dans le souci d'une gouvernance de proximité et en marge de cette 13e édition de la conférence de gouverneurs, le chef de l'État va présider ce vendredi la 84e réunion du Conseil des ministres. Il va ensuite visiter le port de Bandundu. Autre chose à présent, défense, évaluation de la situation sécuritaire du Grand Kasaï, contact direct avec les troupes et suivi des infrastructures. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo, enchaîne les actions et impose une présence opérationnelle au cœur des forces armées de la RDC. Sandra Nyangui, Jiresto Fungi. Mbujimayi en première ligne, le tempo est donné. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita impose une cadence soutenue, faite d'enchaînements rapides et d'actions ciblées au cœur du dispositif militaire. À Mbujimayi, où il a atterri sans transition, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a immédiatement ouvert une séquence stratégique. Accueilli par le général de brigade Mpanga Mukutu, Abassi Pozar, il a présidé une séance de travail axée sur l'évaluation sécuritaire de l'espace Grand Kasaï, dans l'objectif d'ajuster le dispositif opérationnel conformément à la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le terrain, la méthode reste constante. Proximité et suivi. Après le briefing sécuritaire, le vice-premier ministre a échangé avec les épouses des militaires, un signal social assumé avant d'inspecter les travaux de la messe des officiers, infrastructure en phase de finition réalisée sous son impulsion. Cette séquence s'inscrit dans un agenda sans répit. Clôture tardive de mission, retour à Kinshasa, une séquence dense, maîtrisée, qui confirme une ligne d'action, présence, contrôle et impact opérationnel. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leur dynamique des traques des groupes armés en province de l'Ituri. Une nouvelle cache d'armes a été découverte au village Congo, situé dans la chefferie des Mambissa, en territoire de Djougou, une opération qui témoigne une fois de plus la montée en puissance des FARDC sur les terrains. Suivez ces reportages. Cette nouvelle découverte d'armes enterrées par les miliciens du mouvement de la CRP a nécessité l'intervention des enjeux lourds pour les soutirer des terres où elles étaient intentionnellement enfouies lors de leur débâcle face aux dernières offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée à Ituri parle des armes de tout calibre appartenant à la boitillante milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'IM23 et aujourd'hui de ZADF MTM. Après la découverte d'une cache de munitions et des armes, et cette fois-ci, nous venons de récupérer les armes. Plus de 145 armes de type AK-47, puis armes PKM, les armes collectives, les armes de mortier, les armes d'appui et 4 RPG-7. Au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi salue la collaboration de la communauté iturienne. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, nous félicitons la communauté EMA. Nous félicitons le jeune EMA qui continue à dénoncer leur bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes. À la milice CRP, aujourd'hui en perte de vitesse, l'armée invite ses combattants à se rendre pour petitement sauver leur vie.
l'air assommé pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qu'ils déposent les armes et qu'ils se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser ces hommes. Au regard des découvertes en cascade, de caches d'armes, des blessés, des rendus et des neutralisés enregistrés, le mouvement CRP de Thomas Lubanga est en sa fin. Une nouvelle découverte effectuée après celle des munitions de guerre dans la même zone, le 6 mars dernier. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo suscite une attention particulière à Washington. C'est lundi 23 mars. Le chargé d'affaires des États-Unis s'est entretenu avec le président de la CENI, Denis Kadima, pour renforcer la coopération dans le domaine de la gouvernance et de la transparence électorale. Eric Kabamba pour les reportages. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. La visite du diplomate américain à la CENI s'inscrit dans une série de contacts visant à renforcer la coopération entre les États-Unis et les institutions congolaises, notamment dans les domaines de la gouvernance et de la transparence électorale. Au terme de ces échanges, l'hôte de la centrale électorale a salué la qualité des discussions qu'il a qualifiées des fructueuses à plus d'un titre. La RDC est un partenaire stratégique pour les États-Unis et c'est important aussi que la RDC est un partenaire démocratique. Nous sommes très intéressés par le rôle de CENI. C'était un entretien fructueux. Le chargé d'affaires américain a insisté sur l'importance de ces processus pour la stabilité et la crédibilité démocratique du pays. Nommé récemment, Makari a officiellement pris ses fonctions en RDC le 20 janvier 2026. Les organisations de la société civile dans l'observation des élections se sont retrouvées à l'initiative du RODESIC dans un atelier de réflexion sur comment améliorer l'espace des civiques afin de permettre à tous les citoyens congolais de contribuer à la gestion du pays. Autres explications avec Rodé Panda. L'organisation des élections libres, crédibles et transparentes est une contribution de taille dans un processus démocratique. Les organisations de la société civile engagées dans l'observation des élections sur initiative du RODESIC avec le concours de la CIMOCEL et d'autres structures de la société civile se sont retrouvées dans un atelier de réflexion sur comment améliorer l'espace civique afin de permettre à tous les citoyens de contribuer à la gestion du pays. Le meilleur processus électoral implique le respect de droit. Jean-Baptiste Ndundu, coordonnateur adjoint des civiques Kinshasa, interpelle et plaide en perspective des prochains scrutins de 2028. Pour qu'il y ait de très bonnes élections, il faut qu'un certain nombre de libertés et de droits soient respectés. Et les organisations de la société civile ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les prochaines élections se passent le mieux possible. Et pour ça, il faut travailler en synergie. Il y a différentes organisations de la société civile qui se mettent ensemble pour mettre en place le mécanisme par lequel on pourrait avoir un espace civique qui soit ouvert. Il est important pour un processus démocratique que la participation soit libre. Nous allons absolument faire le monitoring dans toute la ville de Kinshasa. Les différents facteurs de paramètres de l'espace civique. Parmi les thématiques abordées avant les panels, il y a entre autres les cadres légaux régissant l'espace civique en RDC, développé par Jean-Claude Sadi, suivi des défis d'assainissement de l'espace civique à Kinshasa à l'aube des scrutins de 2028 avec Luc Lutala, et le troisième consacré aux perspectives d'assainissement de l'espace civique à Kinshasa avec Grace Lula. La situation du site minier du Remblai T17 à Kolwezi dans la province du Lualaba demeure inquiétante. En mission officielle dans cette ville minière, Marie-Thérèse Sombo a déclaré l'urgence radiologique après la découverte des substances radioactives sur ces sites appartenant à la société Kamoto Copper Company. Rigan Shindano pour les reportages. En mission officielle à Kolwezi dans la province du Lualaba, Marie-Thérèse Sombo, en sa qualité d'autorité nucléaire, a procédé à l'évaluation du site Remblai T17
une réserve de Kamoto Copper Company. Dès son arrivée, la ministre s'est rendue sur ces sites jugés hautement sensibles à la suite d'alertes émises par les services spécialisés ainsi que par l'entreprise minière elle-même. Les constats est sans appel, présence des substances radioactives nocives pour la santé humaine. Pourtant sur terrain, des exploitants artisanaux continuent d'y exercer leur activité au mépris des normes sécuritaires. À l'issue d'une réunion d'urgence tenue au gouvernorat du Lualaba, en présence des représentants des coopératives, des chefs des quartiers, des acteurs de la société civile ainsi que des responsables des Kamoto Copper Company, Marie-Thérèse Sombo a officiellement déclaré l'urgence radiologique au nom du gouvernement national. Conformément à notre devoir fondamental de protection de la population et de l'environnement, je déclare la zone du Remblai T17 en situation d'urgence radiologique. Face à cette situation préoccupante, il est impératif d'agir sans délai afin de circonscrire toute forme de contamination, de sécuriser rigoureusement le site et de protéger efficacement les populations exposées. Cette déclaration appelle désormais à une mobilisation rapide des autorités et des parties prenantes afin de mettre un terme à l'exploitation anarchique du Remblai T17 et de prévenir une crise sanitaire aux conséquences potentiellement graves. 2 jours de partage et d'innovation, les journées scientifiques du Conseil national des biologistes médicaux ont permis de valoriser les pratiques et les avancées des biologistes et techniciens des laboratoires à travers le pays. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier. Patience Mboyo, Yvette Makoutima et Eric Djoké. Clap de fin pour les journées scientifiques organisées à l'occasion du 48e anniversaire du Conseil national de biologistes médicaux et techniciens des laboratoires de la République démocratique du Congo. Après 2 jours d'échanges, la cérémonie de clôture a réuni experts et professionnels de la santé autour des conclusions des travaux. Moment clé, la lecture des recommandations, axée notamment sur le renforcement du rôle des biologistes médicaux, l'amélioration des services des laboratoires, et l'appui à la couverture santé universelle. Des recommandations sur lesquelles est revenu le président du Conseil, Blandin Bokabela. Le labo joue un rôle, donc il doit être considéré au même titre que les autres services dans la CSU. Et nous demandons aussi au gouvernement, je sais qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait, de réhabiliter et de construire des laboratoires, qu'il continue dans cet élan, surtout que la CSU est en train de s'étendre au-delà de la maternité gratuite. Nous tendons vers l'élargissement des soins gratuits dans d'autres catégories d'âge. Et pour le reste, nous demandons au gouvernement aussi qu'il y ait de temps à autre la formation continue pour remettre à niveau les professionnels de laboratoire parce que, comme vous le savez, la biologie médicale, c'est un domaine qui évolue à chaque seconde. Donc, celui qui n'est pas formé aujourd'hui, demain, il ne saura pas être à la page. Autre temps fort de cette clôture, la remise des certificats aux participants, marquant la fin de ces assises scientifiques. Une cérémonie qui s'est achevée dans une ambiance conviviale avec un engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes. La campagne de vulgarisation des accords économiques entre la RDC et les États-Unis se poursuit. Des experts comme le professeur Onoya et Freddy Pinda, conseiller principal de la première ministre, a échangé avec la communauté universitaire de l'ISTA sur le rôle des ingénieurs dans ces partenariats stratégiques pour le développement de la RDC. Alain Bikaï. Accompagné du conseil principal de la première ministre, le professeur Patrick Onoya a échangé avec la communauté universitaire de l'ISTA sur les rôles clés que doivent jouer les ingénieurs dans la mise en œuvre de ce partenariat stratégique RDC-États-Unis. Les intervenants ont appelé les étudiants et les chercheurs à s'approprier cette opportunité stratégique tout en insistant sur la nécessité de préparer la jeunesse aux défis du transfert technologique. Nous avons mis en lumière particulièrement l'article 3 qui met en lumière les domaines de coopération et l'assistance a compris que dans les différents domaines de coopération, cela concerne avant tout les ingénieurs. Et cela a été un plaisir aussi pour nous aujourd'hui de constater le DG a coupé le ruban du centre d'anglais. Eh bien, cela montre que l'ISTA est résolument
tourner vers la saisie des opportunités. Prenant la parole, le directeur général de l'ISTA, le professeur Élisée Mbouyamba, a invité le pouvoir public à s'appuyer sur son institution pour accompagner efficacement ces processus. Une des grandes parties de cette île, c'est la transformation locale. Et la transformation locale ne peut se faire que par l'industrialisation effective. Et l'ISTA forme des ingénieurs qui sont les socles ou les piliers des industries. De son côté, le professeur Patrick Onoya a exhorté les gouvernements à investir davantage dans la formation d'ingénieurs qualifiés capables de répondre aux standards internationaux. Une démarche qui vise à positionner la République démocratique du Congo comme un acteur compétitif dans les domaines technologiques. Des nouvelles réalisations à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Le directeur général de cet institut supérieur a parlé au cours d'un point de presse la modernisation des infrastructures et les conditions d'études. Suivez. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa s'est imposé comme un acteur incontournable de l'enseignement supérieur des statistiques en République démocratique du Congo. Des progrès significatifs sont déjà enregistrés par la nouvelle équipe de gestion juste après 100 jours, notamment l'amélioration des infrastructures, l'ouverture des partenariats ainsi que l'instauration d'un environnement salubre et viable. Ces réalisations traduisent la ferme volonté du directeur général de cet alma mater, Dédé Aliango Marachto, qui tient à concrétiser la vision du chef de l'État pour un enseignement des statistiques de qualité en vue de garantir le développement du pays. L'idée, c'était que notre action s'appuie sur 4 exigences. Premièrement, la rigueur dans la gouvernance, la qualité dans la formation, la modernisation dans l'organisation et l'ouverture au niveau des partenariats. Le premier axe a donc été de rétablir l'écoute, la concertation et la confiance. Nous avons écouté les enseignants, les agents, les étudiants, les partenaires afin de mieux cerner les attentes, les difficultés et les urgences. À l'issue de ces points de presse, le directeur général de l'ISES s'est déclaré satisfaite de ces réalisations et compte poursuivre avec le même élan pour réaliser d'autres objectifs, notamment la consolidation de la gouvernance institutionnelle, l'élévation de la qualité académique et l'amélioration du cadre d'études et de travail. La couverture santé universelle nécessite la synergie des intelligences, un appui technique et financier pour garantir les soins de santé de qualité à tous citoyens congolais à travers le pays. Les professeurs d'université se sont réunis pour réfléchir sur comment créer un fonds de soutien à la couverture santé universelle. Redépendant pour les reportages. Formation, recherche et service à la communauté, ce sont là les 3 missions assignées à l'université. Et les services à la société a servi de réflexion parmi les hautes intelligences du secteur sanitaire pour appuyer la couverture santé universelle. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, revient sur l'essentiel. Il se trouve ici des spécialistes, nos collègues, les professeurs des universités, des personnalités qui sont venues de l'étranger. Nous nous mettons en accord autour de l'urgence d'avoir une santé universelle, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, sur la santé en République démocratique du Congo. À supposer qu'on ait un fonds pour la santé publique, ce fonds servirait aussi à servir donc à la cartographie d'expertise que nous voulons obtenir ici dans le pays. Bien sûr, le paysanat est aussi pris en compte. Donc c'est un panel important pour la République démocratique du Congo et pour les universités. En fait, une synergie. Les services des prestataires sanitaires et des formateurs des universités devraient donc bénéficier à la population congolaise. On martelait ces scientifiques et acteurs sanitaires. Voilà, c'en est fini avec ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Demain 7h, Gaëta Magalano. Bonsoir chez vous.